vous permettre d'aller sur les stands. Donc je vous propose de commencer cette table ronde qui a pour thématique donc rénovation performante et résiliente acte 2. Donc on verra par la suite pourquoi ce titre. D'abord je vais laisser chacun se présenter, dire qui vous êtes et surtout voilà votre organisme. Donc peut-être Philippe, je te laisse démarrer. Donc Philippe Pelletier, qu'on ne présente plus, j'allais dire, mais qui va quand même se présenter. On doit connaître ma binette depuis le temps que je suis sur ces tribunes, mais j'anime cette mission publique qui s'appelle le plan bâtiment durable, qui est en somme d'être un relais entre les pouvoirs publics d'une part et la société des acteurs de l'immobilier et du bâtiment d'autre part, pour qu'il y ait une bonne adéquation entre les dispositifs d'accompagnement qui existent, le tempo des obligations qui se met en place, bref, un lien et puis un lieu de prospective assez développé. Agnès, je vous laisse. Oui, bonjour. Écoutez, je suis ravie d'être là. Donc, je suis directrice régionale adjointe de la Banque des Territoires. Donc, la Banque des Territoires, c'est l'entité de la Caisse des dépôts au service du secteur public local sur l'ensemble du territoire. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une centaine de collaborateurs basés à Lyon, Clermont-Ferrand et Grenoble. Et plus globalement, le groupe Caisse des dépôts, c'est un établissement public et de nombreuses filiales que vous connaissez sans doute, puisqu'il y a ICA, Degis, CDC Habitat, la BPI, qui œuvrent pour la transformation écologique. Et à ce titre, le groupe Caisse des dépôts va mobiliser près de 100 milliards d'euros sur les 4 années qui viennent au service de la transformation écologique et plus particulièrement 40% sur l'accompagnement bas carbone des bâtiments. Donc Joël a plein de casquettes. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc élu en Haute-Savoie, vice-président du département de la Haute-Savoie, et du fait de ma fonction de conseiller départemental, je suis président du CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, et du coup également président de l'Union régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Parallèlement à cela, je suis également président d'un syndicat d'énergie en Haute-Savoie qui déploie la fibre optique, mais qui également accompagne beaucoup les collectivités sur les questions de transition énergétique. Donc c'est des multiples casquettes qui me permettent d'avoir un regard quand même à 360 sur ce sujet. Et Marie? Bonjour à tous. Donc Marie Gracia, je suis directrice de l'association EFINERGIE. Donc EFINERGIE, c'est une association reconnue d'intérêt général qui œuvre sur les sujets de performance énergétique et environnementale des bâtiments. Et en matière de rénovation, on porte notamment depuis 2009 la définition du BBC Rénovation et le label réglementaire qui est associé, ce qui nous amène à produire aussi pas mal de retours d'expérience sur ces questions de rénovation performante. Très bien. Donc Marjolaine ne devrait pas tarder d'arriver. Donc elle nous rejoindra en route, mais voilà, on va démarrer. Donc vous voyez, le titre, c'est Acte 2, donc ce qui suppose qu'il y avait forcément un Acte 1. Ce titre ne vient pas de nulle part. Il vient notamment de Philippe Pelletier, qui a écrit un papier. Alors lui, il avait intitulé Saison 1 et Saison 2. Donc Philippe, est-ce que tu peux nous dire voilà, comment... Quel est finalement l'acte 1 et pourquoi cet acte 2 ? Qu'est-ce qu'on doit faire dans cet acte 2 ? On est sur un programme qui a été posé par le Grenelle de l'environnement en 2007 et par la loi Grenelle 1 en 2009 et qui nous dit voilà le cap jusqu'à 2050. Donc on était sur un programme de plus de 40 ans. Il me paraît normal que sur une durée aussi longue, on ait des phases successives. Et dans mon esprit, on est arrivé à la fin de la première phase, dont je vais dire tout le bien que je pense, avant que l'on puisse aborder ce que j'ai appelé la saison 2, la phase numéro 2, qui prendra une partie du temps jusqu'à 2050, et puis il y aura peut-être une phase numéro 3. La phase numéro 1, ça a été assez simple. Il avait été considéré que le bâtiment
et je ne vais pas vous refaire l'histoire, était un gros consommateur d'énergie, un gros émetteur de gaz à effet de serre, et probablement le lieu où, bien que ce soit très compliqué, les marges de progrès pouvaient être repérées et mises en œuvre. C'est pour ça que, vous l'avez vu, le bâtiment est devenu le lieu majeur des politiques publiques en matière de recherche d'économie d'énergie. 15 ans après le lancement de cette phase, je trouve, je ne fais pas partie des ronchons qui disent que le verre est à moitié vide, qu'on a tout raté, qu'on a joué petit bras, etc. Je trouve que la société française s'est mise en mouvement et s'est bougée de manière très significative. Et je dois dire que je ne pensais pas initialement qu'on irait à ce rythme-là. Donc j'ai une vision très positive de ce qui s'est fait. Ce qui s'est fait, c'est une prise de conscience générale de l'importance de l'énergie dans nos vies, une capacité qui s'est manifestée ces 2 derniers hivers pour réduire la consommation d'énergie lorsque nous avions de sérieux problèmes d'approvisionnement en gaz venu de l'Est, et puis des actions sur le parc diverses, dont l'efficacité n'est pas exceptionnelle, mais qui montrent que ce sujet est un sujet que la société s'est approprié. Donc, voilà ce que je veux dire pour résumer, une phase de sensibilisation, d'appropriation par la société, du fait qu'il faut ajuster nos comportements, qu'il faut rénover les biens qu'on occupe, et que la société dans son ensemble et notre ménage en particulier en tirera le profit. Voilà. Alors, à côté de ça, il y a évidemment des sujets qui ne sont pas encore parfaitement au bon niveau, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, quand on avait préparé cette table ronde, tu me disais aussi que l'acte 2, c'était justement de changer de braquet, d'aller un petit peu plus loin. Alors ça, j'en parle tout à l'heure. Donc on en parlera tout à l'heure. Par contre, je voulais, voilà, peut-être Marie, quand on a échangé, toi tu disais, il y a quand même, cette appropriation reste quand même à consolider. Il y a plein de choses qui se font dans le neuf. Comment en fait ça arrive on va dire, à transpirer sur la réno? Oui, je pense que naturellement sur les sujets, il y a toujours un moment entre le passage de choses qu'on a pu éprouver en construction vers la rénovation, puisque la construction, c'est un petit peu plus simple. Ça ne veut pas dire que c'est toujours parfaitement simple, mais en tout cas, c'est plus simple. On part d'une feuille blanche, là où la rénovation, on part de l'existant et on doit s'y adapter. Donc je pense qu'il y a effectivement ces phases d'apprentissage. Et puis, il y a aussi un phénomène de devoir consolider peut-être cet acte 1 et ce qu'on a fait effectivement aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait faire des rénovations performantes. On sait bien le faire. On sait le faire sur plein de cas différents, sur des bâtiments de différentes époques, en ville, en territoire rural, etc. Et on a toujours cet enjeu d'une part de démultiplier, puisque on sait que chaque année qui passe, malheureusement, on prend du retard sur les objectifs de rénovation et le pourcentage de parcs qui devrait être rénové à un haut niveau de performance. Et puis, je pense qu'on doit aussi ne rien lâcher sur cette question de performance. Philippe l'évoquait, le point d'entrée, ça a été les sujets de consommation énergétique et de baisse de consommation. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un enjeu majeur sur lequel tout le monde converge, qui est la prise en compte du carbone. Pour autant, ce n'est pas parce que le carbone apparaît qu'il faut lâcher le premier sujet. Et les deux permettent aussi d'aller dans le même sens. Donc il y a vraiment ce sujet de dire on a gagné quelques batailles, mais il en reste encore et il ne faut pas lâcher sur l'ambition qu'on a sur chaque projet, puisque chaque bâtiment où on lâchera un petit peu, on n'ira pas au bout, c'est une occasion manquée. Finalement, et la rénovation de la maison où il y a 30 000 € qui ont été investis, vous n'allez pas la refaire dans 5 ans. Ça paraît assez logique. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment ce sujet de on lâche rien sur chaque projet, on va au bout de ce qu'on peut amener. Et puis après, il y a cette question derrière qui est la performance énergétique, c'est une chose.
il y a d'autres sujets, notamment inspirés peut-être des thématiques qu'on a vu émerger en construction, qui doivent apparaître. On pense au carbone, qui est un vrai sujet en rénovation, je pense, pour les prochaines années. Mais voilà, il y a pas mal d'autres sujets d'économie circulaire, de réemploi, qui peuvent aussi mieux se déployer en rénovation. Merci. Et justement, tu parlais de massification, enfin, de dire il faut aller plus loin. Est-ce que, Agnès, vous pouvez nous dire justement, la Banque des territoires et puis peut-être à l'échelle régionale, puisqu'après on parlera plutôt aussi à l'échelle régionale, l'échelle de quartier, la Banque des territoires, comment vous poussez à la massification de la rénovation énergétique? Effectivement, nous, on est très, très soucieux de l'enjeu de massification parce que c'est un enjeu majeur vu la taille du parc. Donc nous, notre priorité, c'est d'accélérer la rénovation du parc public. Et donc pour cela, on met à disposition des financements. Et la logique, c'est que plus la réhabilitation est vertueuse et plus les taux sont intéressants. Donc c'est le cas pour le secteur public local, puisqu'on a un prêt transformation écologique, un taux attractif. On est beaucoup aussi en accompagnement des bailleurs. On finance beaucoup de réhabilitation. On a un outil Priorino qui permet aussi aux bailleurs de les aider à identifier les gains énergétiques, parce que les bailleurs sociaux publics sont déjà très vertueux, avec un parc qui est plus décarboné déjà que le parc privé. Mais on continue à les accompagner, notamment sur des résidences. On a financé la réhabilitation de la résidence Pranard à Villeurbanne. Et enfin, on intervient également au fonds propres sur l'immobilier plus largement, public, privé, où on accompagne aussi les réhabilitations. Et on sait que la réhabilitation, c'est plus compliqué, c'est plus cher. Et la Banque des territoires aide aussi à structurer ces projets, à trouver le modèle économique. Et on peut citer l'exemple de la résidence Babel Community à Grenoble, qui est l'Institut Dolomieu, qui était en friche depuis 20 ans et sur lequel on a fait un magnifique résidence de coworking co-living, et on va bientôt lancer la deuxième tranche. Donc voilà, on est pleinement investi dans les enjeux de réhabilitation, évidemment. Et ce serait un sujet d'ailleurs sur les certifications, parce que évidemment la Caisse et le groupe respectent les certifications requises, mais on essaye d'aller au-delà, et sur les réhabilitations c'est plus compliqué d'aller au-delà, notamment pour cette question de modèle économique. Merci. Alors Joël, quand on a échangé ensemble pour présenter la table ronde, on a dit attention à la sémantique, attention aux mots qu'on emploie quand on parle de massification. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus derrière ce thème de massification. Et voilà, il m'a raconté sa vie et qu'un jour, en se baladant autour de la Tour du Pin, il a vu un bâtiment qui l'a... voilà. Donc Bien, oui. Comme je vous ai dit tout à l'heure que j'avais la double casquette, je suis à la fois président du CAUE, donc sensible depuis un certain temps, et à la question architecturale des bâtiments, et puis également en tant que président de syndicat d'énergie, à faire en sorte de, on va dire, répondre, puisqu'un syndicat d'énergie fédère des collectivités d'un département, c'est un syndicat mixte où toutes les collectivités sont adhérentes. L'idée, c'est de participer à l'effort de massification, mais je leur dis toujours, attention. Et il m'est arrivé une surprise extraordinaire en traversant la Tour du Pin. Et là, je suis tombé sur un bâtiment, mais là, franchement, enfin, c'est le président du CAUE qui le dit, j'étais complètement outré. On a encapsulé un bâtiment avec du polystyrène, donc on a fait un effort carbone extraordinaire pour se dire que, eh bien, on a produit des matériaux spécifiques. On a enrobé le bâtiment et on ne l'a pas terminé. Donc, si vous pouvez aller visiter, si vous êtes de passage dans le coin, faites un petit détour, ça vaut la peine. Tour du Pin. Et ce qui était marrant en plus, c'est que c'était dans une rue, et la rue, elle s'appelle la rue Pasteur. Donc je me suis dit, voilà, on a pasteurisé le bâtiment. Et donc si c'est ça le plan bâtiment durable demain, de pasteuriser les bâtiments comme ça, tout de suite je vous dis, franchement, je vais faire partie des résistants qui vont commencer à travailler dans un autre sens. Donc c'est vraiment le sujet. Alors c'est original que je vous dise ça, et d'une manière soit détendue, théâtralisée, ou un petit peu électrique, parce qu'en plus on est dans la salle Ampère. Et Ampère, il est né en 1775, donc l'année prochaine, au mois de janvier, on va fêter les 250 ans de sa naissance. C'était un autodidacte, mathématicien, physicien, chimiste et philosophe. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé l'unité de mesure du courant. Donc j'espère que le courant va passer entre nous pour faire en sorte qu'effectivement, on puisse
arriver demain à ce fameux objectif de faire en sorte de diminuer les consommations d'énergie. Mais attention à la question de produire du carbone pour diminuer de l'énergie. Enfin, je veux dire, l'équation, elle est compliquée. Et je voudrais aussi revenir sur des définitions qui me tiennent à cœur. On parle surtout de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, mais on ne parle pas suffisamment de la maîtrise d'usage. La maîtrise d'usage d'un bâtiment, ça c'est essentiel. C'est-à-dire que quand on vous donne la clé d'une 2 chevaux ou qu'on vous donne la clé d'une Mercedes, comme ça, il y a une marque française et une marque allemande, eh bien, la façon de conduire et d'appréhender le véhicule va être différente. Eh bien, c'est un petit peu pareil demain. À partir du moment où on va vous donner un véhicule très sophistiqué, donc un bâtiment hyper technologique, comment est-ce qu'on va être capable de le vivre ? Parce qu'à chaque fois, on dit rénovation des bâtiments. Mais enfin, quand on voit une personne devant nous qui a fait un effort dans un escalier, eh bien, on ne pense pas à toute la technologie qu'il a mis en place, interne, physique bien sûr, mais la respiration, le cœur, les globules rouges qui ont fonctionné pour nous amener l'oxygène et puis refaire ressortir le gaz carbonique. C'est la même chose un bâtiment, il est respirant. Les globules rouges, c'est nous, les utilisateurs, qui faisons tourner tout cela. Et soit on peut être hyper nocif pour la vie d'un bâtiment parce que malheureusement on n'aura pas compris son fonctionnement. Et les premiers qui sont les hyper nocifs, c'est ceux qui vont le nettoyer et l'entretenir tôt le matin. Qui sont des utilisateurs à qui on n'a pas donné le mode d'emploi, et puis ceux du quotidien qui vont ouvrir les fenêtres au moment où il ne faut pas le faire, enfin voilà. Et donc on peut se contenter par des grands plans, mais avant tout, le high-tech c'est bien, mais le low-tech c'est pas mal aussi, enfin voilà, des notions que j'aimerais bien pouvoir à la fois partager, discuter, et c'est dans le vocabulaire de mes discours en continu. Alors justement, on est quand même sur une conférence plénière 1 qui a pour titre « Bas carbone, low-tech ». Réversibilité et circularité. Je sais, et je vois que Philippe prend le micro, donc on va parler de ce fameux acte 2. Je sais aussi, pour y participer, que le plan bâtiment durable, vous parliez des usagers, que les usagers sont largement pris en compte dans les différents groupes de travail. Du coup, est-ce que Philippe, tu peux nous en dire un petit peu plus sur à la fois ces sujets et à la fois la partie acte 2 de rénovation performante et résiliente, la saison 2 ? Je laisserai sans doute Marie évoquer les mobilisations collectives auxquelles elle participe. Je me concentre sur ce que j'appelle l'acte 2, c'est-à-dire je vous ai décrit 15 ans de sensibilisation et d'appropriation. J'ai la vision de 10-15 ans où on change de braquet. Et où on change de braquet sur 2 terrains. Le premier terrain, c'est on arrête de se concentrer exclusivement sur la rénovation énergétique du bâti. Et on raisonne plus large sur un triptyque qui est rénovation environnementale, énergétique et pas seulement, sobriété, adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rénovation au sens large, ça veut dire la réduction de la consommation d'énergie, comme Joël vient de l'illustrer fort bien, est un objectif nécessaire. C'est un objectif qui ne doit pas être déviant et qui ne peut pas être suffisant. Donc rénovation au sens large. Sobriété, c'est l'ajustement de nos comportements dans des locaux rénovés. À quoi sert-il d'avoir des locaux performants si notre comportement reste un comportement déviant? Et puis adaptation, il faut qu'on regarde les choses en face. Nous savons que nous n'arriverons pas à stopper radicalement la hausse des températures dans les années à venir. Il y a un sujet d'adapter nos locaux à cette nouvelle donne, et ce sujet est d'autant plus urgent que nous savons que notre population est une population vieillissante à grande vitesse. La question sera comment est-ce qu'on fait pour que des gens de plus en plus âgés puissent passer des étés de plus en plus chauds chez eux sans que leur santé s'en trouve altérée. Donc première évolution, on raisonne dorénavant, c'est mon souhait, sur ce triptyque rénovation, sobriété, adaptation. Deuxième évolution,
on change la maille d'intervention. Jusqu'à présent, on a raisonné au bâtiment ou on a raisonné au logement. On ouvre et on raisonne avec une sphère géographique élargie qui est, je raisonne au pâté de maison, je raisonne au lotissement, je raisonne au quartier, je raisonne à la centralité de la ville ou du bourg. Bref, j'ai une approche d'un espace collectif dans lequel se trouvent multipliées des classes d'usage. Ce n'est plus chacun dans son couloir de nage, ici les bailleurs sociaux, là les gens qui ont des bureaux, là les gens qui ont des maisons individuelles. C'est dans un espace donné une action collective. Pour que ça marche, ça suppose une chose, et j'espère que l'État saura le faire, c'est donner la main. Alors, j'emploie pas le mot décentralisation, mais ça veut dire ça, donner la main aux élus locaux, c'est-à-dire le maire ou le président de l'Interco, et donner la main en chargeant la main de la ressource nécessaire pour conduire l'action. Il faut cet ensemblier local pour que ça marche. Heureusement, je ne parle pas dans le vide parce qu'on a 2 exemples qui ont prospéré ces dernières années, à mon avis, avec succès. C'est Action Cœur de Ville d'une part, Petite Ville de demain d'autre part. C'était bien cette idée-là. On s'intéresse à un espace géographique déterminé, avec une unité de temps, avec une unité d'action. L'État mobilise l'ensemble de ses moyens pour l'ensemble des usages d'actifs qui se trouvent dans ce périmètre, et la conduite est laissée aux élus locaux qui se sont portés volontaires pour cela. Et ça donne des résultats sur des villes moyennes tout à fait significatifs. Donc, je dis, voilà les 2 changements qu'il faut qu'on opère, et ainsi, on entrera dans cet acte 2 que je crois nécessaire. Puis il y aura après un acte 3, mais ça, on n'en parlera peut-être pas ou plus tard. Effectivement. Donc, bienvenue Marjolaine. Voilà, donc je te laisse peut-être te présenter. Donc Marjolaine Meunier-Millefert, je te laisse te présenter très rapidement. Et puis oui. Tu as entendu ce que disait Philippe. Alors tout le monde acquiesce souvent quand les paroles de Philippe, mais voilà, est-ce que tu veux rebondir dessus ? Je vais acquiescer comme les autres. J'ai l'impression d'avoir fait un parcours de réno pour arriver jusqu'ici. C'était semé d'embûches, de contresens, d'allées qui n'allaient pas et de parking à la fois qu'on n'arrivait pas à trouver. Pardon de mon retard, je suis vraiment confuse. Je vais aller dans le même sens. Alors, je suis présidente de l'Alliance HQE-GBC, qui est une association d'utilité publique qui a plus de 25 ans d'âge et qui réunit l'ensemble des acteurs de la filière de bâtiments, immobilier, aménagement, etc., qui s'engagent dans la transition environnementale pour essayer de la pousser plus loin. Et accessoirement, j'ai été jusqu'à récemment vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Et donc, du coup, pour rebondir sur ce que disait Philippe, puisque malheureusement, je n'ai pas entendu ce que les prédécesseurs ont pu dire, mais je suis persuadée qu'on a sans doute dans le même sens. Eh bien, en fait, on est à un moment où, effectivement, on continue à accumuler les enjeux. Aujourd'hui, on doit continuer à accélérer la rénovation énergétique autant qu'on peut le faire. Donc, on ne peut pas faire de stop, on ne peut pas s'arrêter dans cet élan. Et en même temps, on doit avoir une approche de plus en plus globale, effectivement, de ce que représente la rénovation énergétique. Pas qu'énergétique, du coup, mais de plus en plus environnementale, en intégrant les dimensions carbone, et de plus en plus adaptative, parce que c'est le sens de l'histoire et qu'à terme, on arrivera sur ces enjeux-là. Et donc, la question du confort de l'habitant, la manière dont il va se sentir à l'intérieur de ce bâtiment, et là, effectivement, tu parlais des usages. Les usagers, ils sont quand même au cœur de notre projet. Ça ne sert à rien de traiter les bâtiments si à la fin, les gens ils sont malheureux comme les pierres. On s'en est bien rendu compte pendant la période Covid. On va vider des locaux dans lesquels on n'est pas bien. Donc, évidemment, en partant finalement dans le bon sens, non plus uniquement de l'approche énergétique, mais vraiment avec une vision à 360 degrés. Ça, c'est compliqué puisque c'était pas comme ça qu'on travaillait. Qu'on a effectivement encore des filières et des organisations qui sont encore très juxtaposées, qui n'ont pas encore les mêmes discours, les mêmes vocabulaires, même pour parler des sujets, et qui n'ont pas encore de protocole commun. Quand on parle par exemple de la rénovation globale, dont on sait que c'est le Graal à aller chercher
et de plus en plus, on sait par exemple que côté artisan, on a très peu finalement de gens qui sont formés à la rénovation globale. C'est pas encore installé dans les processus. Donc à ce stade et aujourd'hui, on multiplie les expériences et les expérimentations pour arriver à traiter finalement tous les sujets en même temps, mais on en est encore, pour un certain nombre de sujets, dans une forme de montée en charge du défrichage jusqu'à la systématisation vers laquelle on aimerait pouvoir tendre dans les temps les plus courts possibles. Et si on veut gagner du temps, c'est pas demain qu'on doit nous parler tout de suite de la question de l'adaptation au changement climatique à travers la réno, mais quand même, c'est le sens de l'histoire. Et donc, si on ne veut pas se retrouver pris de court au moment où les sujets se poseront, il faut que quelque part, on les ait un petit peu en tête et qu'on les ait déjà un petit peu anticipés. C'est vrai que quand on a préparé, tu me parlais d'acceptation de la géométrie variable en fonction des territoires. Donc ça rejoint aussi ce que disait Philippe. Ça rejoint ce que disait Joël, qui est très sur les territoires. Alors c'est vrai que tout à l'heure, il y a eu un peu un lancer de balle. Marie, juste rapidement, est-ce que tu peux nous... Alors, pas rentrer dans le détail de CAP 2030, c'est pas l'objectif de cette présentation. Par contre, simplement nous présenter peut-être globalement les enjeux de mobilisation qui existent et comment vous arrivez au sein de CAP 2030 à mobiliser des acteurs sur nos sujets bas carbone, low-tech, réversibilité, circularité, et que ce qui se fait sur le neuf pourra évidemment donc percoler sur la réno. Oui. Alors, je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail parce que dans précisément 15 minutes, dans l'autre salle de plénière, nous allons parler en détail de ce projet-là et de ce qu'on y traite. Mais juste rapidement, en tout cas pour aujourd'hui déjà, vous dire que ce projet, c'est une démarche qui s'applique au sujet de construction, mais je l'ai dit tout à l'heure, il y a des sujets qui émergent dans la construction, qui permettent aux acteurs de monter en compétences, de s'en emparer, et puis qui un jour font le passage vers la rénovation parce que c'est le sens de l'histoire. Pour autant, CAP 2030, c'est d'une part une démarche très collective avec deux autres associations, dont une qui est là, l'Alliance HQE, mais aussi le collectif des démarches quartier bâtiment durable, soutenu par le plan bâtiment durable, par le CSTB qui nous accompagne, et l'État qui est partie prenante, ainsi que l'ADEME en tant qu'agence de l'État. Et c'est surtout une démarche de se dire, essayons d'être plus intelligents ensemble pour avancer. On sait qu'il y a beaucoup de défis devant nous, on sait qu'on a beaucoup de nouveaux sujets, alors nouveaux pas pour tout le monde, mais nouveaux pour la majorité de la filière à creuser, à expérimenter. On en a évoqué quelques-uns, on a parlé carbone qui est un sujet qui démarre en construction, en tout cas dans sa massification et sa généralisation. On a parlé low-tech, on a parlé de démarches territorialisées, on a parlé de sujets en lien avec de la biodiversité. Et toutes ces questions-là, on a beaucoup à imaginer et beaucoup de travaux de recherche à mener, mais si on le fait chacun dans son coin, on se dit qu'on ne sera pas au rendez-vous en fait, qu'on doit avoir. C'est-à-dire que je ne doute pas qu'on aura chacun des idées très sympathiques, sauf qu'on se donne rendez-vous en 2050 et on se dira c'était bien, on a bien expérimenté et chacun est parti dans son couloir. Donc l'idée de cette démarche, c'est vraiment de pouvoir y travailler ensemble, de faire avancer les sujets de façon collective, et je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais, Marjolaine. On a ce besoin de démocratiser un certain nombre de sujets, d'arriver à embarquer toute la filière et que ce soit un sujet porté à tous les niveaux. Quand on est sur un projet de rénovation, si tous les acteurs à un moment ne se disent pas on va dans la même direction et on porte le même sujet, on n'y arrivera pas. Et ça passe par le maître d'ouvrage, qui soit professionnel, on parlait des collectivités, des bailleurs sociaux, ou que ce soit le particulier. Ça passe par les acteurs qui vont l'accompagner, par l'ingénierie qui va devoir prendre en compte et le besoin spécifique et le type de bâtiment. On parlait de bâtiments qui ont été pasteurisés, mais ça démontre bien du besoin aussi de s'intéresser à chaque projet dans son détail et de ne pas vouloir imposer des solutions toutes faites. Et puis, c'est ça qui permet, in fine, de tirer tous les sujets le plus haut possible. Parce qu'on a une tendance naturelle à opposer, à dire que si on fait des économies d'énergie, on ne fera pas du carbone. Si on fait du carbone, on ne fera pas de la biodiversité, etc. Bien sûr qu'on ne peut pas tout faire parce qu'à un moment, on a des sujets assez basiques de modèle économique, de compétences. Mais pour autant, tout ça peut s'entretenir et on peut essayer de faire monter les sujets.
Ouais, l'objectif, c'est aussi de trouver justement ce point d'équilibre entre tous ces sujets, puisque les sujets sont multiples. Joël, je vois que vous vouliez intervenir. Oui, je voulais également qu'on puisse partir sur un constat, c'est l'INSEE qui l'a fait, et qui a classé les bâtiments entre les bâtiments avant 1948 et après 1948. Pourquoi cette date de 48? C'est plus, on va dire, l'après-guerre et la reconstruction massive, l'exode rural et les grands ensembles. Mais c'est aussi de se dire qu'avant 48, on avait des bâtiments qui étaient massifs, poreux, enfin issus de l'architecture de cueillette, entre guillemets, et qui utilisaient les matériaux locaux, donc du coup qui représentaient le paysage environnant. Et puis après, on est passé vers des matériaux complètement fermés, comment on va dire ça, qui sont étanches. Et donc, du coup, à partir de 1948, la classification nous permet de dire que tous ces bâtiments-là, ou la plupart des bâtiments, ont été construits de manière étanche, donc qui peuvent aussi recevoir, entre guillemets, d'une manière massive, une isolation qui ne créera pas de désordre dans le bâtiment. Par contre, dans les bâtiments d'avant 1948, plutôt que de dire que ce sont des passoires thermiques, on va dire que c'est du bâti ancien, qui du coup est respirant. Et donc, ça veut dire que tout à l'heure, vous disiez que les gens peuvent être malheureux comme les pierres, mais quelque part, si on laisse respirer les pierres, elles ne sont pas si malheureuses que ça non plus. Et ça veut dire que comment est-ce qu'on est capable de trouver des matériaux qui répondent à des exigences de qualité thermique. Et on n'a qu'à se poser la question ici, comment on est capable de faire une rénovation thermique d'un bâtiment comme celui-ci. Je pense que ça va être compliqué si on veut mettre toutes les clauses possibles. On va enlever aussi une nature patrimoniale à ce bâtiment, son récit. Et est-ce qu'on est capable de vivre à l'intérieur? Donc ça, c'est vraiment important. Pour moi, je trouve qu'il faut qu'on se redise des choses. C'est qu'on a des matériaux respirants, végétaux ou autres, que si on les enferme, si on les a encapsulés, on aura un retour. Alors ça fera du travail pour les générations suivantes. Ce sera peut-être l'acte ou la saison 4-5. Et il faudra tout redéconstruire et on aura des bâtiments complètement détruits et dévastés. Merci pour ce retour. Agnès, en tant que du coup plutôt aussi maître d'ouvrage, puisque la Banque des Territoires a aussi cette un peu double casquette finalement de maîtrise d'ouvrage, comment vous voyez un peu l'avenir finalement? Vous me disiez que vous travaillez du coup beaucoup avec le prisme plutôt thermique, énergétique, parce que bon, voilà, c'est le prisme un petit peu naturel qu'on a tous pris. Par contre, voilà, est-ce que le virage bas carbone, low-tech, réversibilité sont des sujets qui commencent un peu à poindre ou pas du tout, ou c'est dans les cartons mais c'est encore difficile? Enfin voilà, quel est le niveau de curseur? Alors, je dirais que c'est pas dans nos cartons à nous, mais dans les cartons des projets qu'on accompagne. Et on voit qu'on accompagne de plus en plus de projets qui se préoccupent et qui intègrent ces éléments qui sont fondamentaux. Nous, on est d'abord sur la massification. Donc, évidemment, l'objectif principal, c'est de réhabiliter, mais de faire des réhabilitations qui intègrent l'ensemble des dimensions. Et je dirais, par rapport à la prise de conscience qu'on disait un petit peu tout à l'heure, je pense que la prise de conscience, elle est là. Nous, on la voit, elle se traduit dans les chiffres. Nos chiffres sur la partie réhabilitation explosent. On est maintenant à 300 millions d'accompagnement sur les bailleurs sociaux. On voit qu'ils ont lancé la démarche massification qui intègre tous ces enjeux de réemploi, d'économie circulaire. Donc c'est quelque chose qui est complètement intégré, malgré le coût, parce que faire une réhabilitation d'un logement, c'est cher. On va jusqu'à 70 000 euros par logement, donc ce n'est pas rien. On a accompagné la rénovation de 11 000 logements l'année dernière, donc ça fait plus de 100 000 à l'échelle de la France. Donc on voit que c'est intégré aussi côté collectivité. Et merci d'avoir cité Action Cœur de Ville, parce que c'est un programme qui nous est cher et dont on est à l'origine depuis 2015. Et on voit que ce qui va compter, c'est que tout le monde travaille ensemble. Et je pense que la prise de conscience est là. Et les réalisations sont là sur le secteur public local. Voilà, on est à 100 millions de réalisations l'année dernière. Et là, on a déjà fait les chiffres. Donc on est conscient de cette évolution. Et nous, on accompagne la réversibilité. On travaille, peut-être un petit exemple d'ICAD qui travaille sur la transformation de l'ancien siège social d'Areva en logement. Donc voilà, c'est intégré dans nos projets et nous, on les accompagne. Et je pense qu'on a la force de frappe pour pouvoir accompagner ces projets. Merci. Alors, désolé, je vois que l'heure tourne et que certains sont appelés à d'autres choses. Petite question sur l'acte 3. Voilà, on en a un petit peu parlé. La nuit a peut-être porté conseil. Non, j'en parlais hier soir avec Philippe. Et on se disait, voilà, on parle de l'acte 1 ou saison 1, l'acte 2, saison 2,
tu nous as parlé de ce que tu voyais derrière ces termes. S'il y avait un acte 3, si on se voyait dans 2 ans à Energy Meeting, si on se voit dans 2 ans à Energy Meeting. Alors, ce ne sera pas dans 2 ans, ce sera un peu plus tard, mais l'acte 3, je le vois assez clairement, et ça tient d'une révolution du côté de la filière de l'offre de travaux et de services. Dans l'acte 3 que j'imagine, vous, les acteurs de la rénovation, vous ne vendez plus des travaux, vous vendez du résultat, vous vendez de la performance. Ça change tout. Ça change tout pour les maîtres d'ouvrage qui achètent, en somme, un résultat sur lequel vous vous engagez. Et quand je dis ça, ça éclaire le propos de notre animatrice. Pour construire cela, il faudra plus que 2 ou 3 ans, parce qu'il faudra que cette performance que vous allez vendre, qui se traduira par la réalisation de travaux, par l'ajustement de comportement, par des services nouveaux, cette performance que vous allez vendre, il va bien falloir que vous puissiez vous assurer auprès d'assureurs que le risque que vous prenez, que la performance ne soit pas là, puisse être indemnisé si vous êtes conduit à le supporter. Et donc tout ça, c'est une construction lente qui suppose que la filière monte aussi en gamme pour que la performance qu'elle vendra ne les mette pas en risque excessif. Donc ça, c'est la voie pour moi de l'avenir. On ira vers cette idée que la société achètera une performance alors énergétique, une performance carbone, une performance d'usage. On saura inventer des performances, mais ce sera, en somme, pour reprendre le mot de Marjolaine, à partir des besoins des gens qui occupent les locaux, qu'on déterminera quelle est la performance attendue, et c'est celle-là qu'il faudra arriver à vendre. Alors Marie, très rapidement avant de te laisser partir. Oui. La reçue de performance. Je vais aussi dans cette direction. Je pense qu'il y a un vrai enjeu. Au quotidien, je passe pas mal de temps à défendre le sujet de la rénovation performante. Et depuis quelque temps, on a quand même un espèce de mouvement de fond qui est de remettre en question l'impact que peut avoir la rénovation énergétique performante sur la réalité des consommations énergétiques après travaux, sur la réalité de l'impact carbone. Vous avez sûrement vu pas mal d'études plus ou moins bien réalisées dans un contexte plus ou moins lointain qui viennent nous expliquer que l'effet rebond, que en fait tout ça ne sert pas à grand chose et que finalement pourquoi on s'acharne. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de démontrer que ces travaux de rénovation ils ont un vrai impact sur la vie des gens et sur le quotidien parce que in fine les factures d'énergie il va quand même falloir les payer. Et surtout de venir consolider le modèle qui est capable de garantir cette performance, parce que c'est ça effectivement qui me semble important pour toute la chaîne de valeur, c'est de pouvoir donner une valeur à ce qu'on évite, aux impacts qu'on a sur les travaux qu'on mène. Et donc ce sujet de garantie de performance, il me paraît important à déployer et à adapter aux différentes situations et cas qu'on a. Aujourd'hui, on a des choses qui fonctionnent très bien, notamment dans le parc social ou pour les collectivités. C'est sûr qu'on ne va pas mettre en place les mêmes garanties de performance pour la maison et le pavillon qui fait 80 mètres carrés et qui est la majorité de ce qu'on doit rénover. Pour autant, il y a des solutions, il y a beaucoup de projets qui démarrent en ce moment pour essayer d'inventer et de trouver les bonnes solutions en mettant toute la filière. Et je pense qu'il y a là un enjeu collectif si on veut aussi défendre ce qu'on fait et ne pas mettre tout à la poubelle d'un simple revers de main avec des études qui viennent tout détricoter. Donc je pense que c'est un gros enjeu. Et je m'échappe et je suis désolée. Ouais, vas-y. Marjolaine, chez Alliance HQE, vous travaillez aussi sur des projets européens. Et notamment justement sur des projets sur le bas carbone, sur l'utilisation, on va dire,
basse de l'énergie, mais en relation avec le carbone, et comment du coup une utilisation plus basse de l'énergie, et donc en étant décarboné, on arrive quand même à avoir des études qui montrent qu'in fine, on fait bien des économies. Absolument, on a travaillé sur ce projet-là. Je voulais rebondir avant ça sur ce qui a été dit sur la dimension territoriale. En fonction des territoires, c'est sûr qu'on n'a pas bâti de la même façon par le passé, et qu'aujourd'hui, avec les enjeux de rénovation, on se retrouve nez à nez avec des bâtis anciens qu'on ne sait plus forcément traiter. J'avais le cas en Nord-Isère où on construit en pisé, notamment, de discuter avec des assureurs qui passaient après les incendies et qui disaient on doit reconstruire à l'identique, et en fait quand on doit reconstruire en pisé, on ne sait plus faire du tout. Et en fait, il y a des listes d'attente extrêmement longues pour pouvoir retravailler sur ça. Accessoirement, les recettes de la rénovation du pisé ne sont pas celles qui instinctivement seraient celles qu'on aurait pris soi-même. Typiquement, moi j'ai rénové ma maison à l'envers et je l'ai su 10 ans plus tard. Tout ça pour dire qu'effectivement, c'est aussi une manière de faire réalliance avec les bâtis historiques et de retrouver des performances dans d'autres matériaux, d'autres manières constructives. Et le lien avec l'international, il est là aussi, c'est que dans d'autres pays du monde, ils sont confrontés avec, par exemple, le bâti en terre. Et comment eux aussi, ils se retrouvent ils ont perdu une partie des compétences, et il se trouve que finalement, c'est plus intelligent pour eux de refaire alliance avec la construction terre. Et donc finalement, on se retrouve un peu au même moment, au même endroit, à retravailler des matériaux historiques qui, du coup, peuvent permettre de retrouver de la noblesse sur quelque chose qui a été oublié dans un endroit ou dans un autre. Et je crois que ce qu'on fait aujourd'hui en France, il faut qu'on se le dise en toute humilité, on est quand même parmi les meilleurs du monde en ce moment sur les enjeux de rénovation ou de construction. On est quand même parmi les meilleurs du monde. Le sommet international bâtiment-climat qui a été organisé en mars, c'était vraiment un succès extraordinaire. Discuter avec les autres pays sur ce qu'on faisait, ils se disaient là, mais c'est extrêmement intéressant. Donc on a un enjeu à garder cette longueur d'avance, à continuer à défricher les sujets, mais aujourd'hui, d'ores et déjà, on est parmi les meilleurs du monde. C'est là où la dimension internationale, elle compte. Parce que si on est les meilleurs du monde, si on a énormément de savoir à partager, il y a des choses sur lesquelles on peut partager en sens inverse sur qu'est-ce qui va se passer à d'autres endroits, anticiper ce qui va arriver chez nous en termes de changement climatique, parce que c'est déjà des climats installés dans d'autres territoires. Donc on peut faire des partenariats, en fait, de simuler la France 2050 en partenariat avec d'autres territoires qui vivent le territoire qu'on aura, ou qui sont d'ores et déjà aujourd'hui dans des adaptations que nous, on a un peu oubliées, puisque la techno était beautiful à un moment donné, et on remplaçait autant que possible l'environnement par une surcompensation technologique. Aujourd'hui, on se rend bien compte que ça aussi, c'est plus trop le sens de l'histoire. Aller vers une technologie plus accompagnante et moins à contrario, c'est quand même des choses vers lesquelles on veut avancer. Donc, effectivement, et la dimension formation qui a été dit, vraiment je veux insister là-dessus. Les gens savent bien travailler en France, c'est pas le sujet, mais travailler en logique de rénovation globale, avec une logique adaptative, de manière décloisonnée, c'est presque un autre métier. Et donc on a plein de bases qu'on connaît, mais il y a des choses à aller chercher, des choses à aller apprendre, et c'est pas honteux que de le reconnaître. Merci. Alors, je vois vraiment que l'heure tourne. On est tous des passionnés. Ça pourrait durer toute la journée. On va peut-être s'arrêter là, parce qu'en termes de timing, on va être un peu trop serré. Donc, vraiment, un grand merci. Qui sont juste à côté de chez moi, je connais. Oui, voilà, c'est sur le même territoire.